Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Mastar, j'espère que tu vas bien. Quand est-ce qu'on finit Cannes? Très bonne question. On le finit, on se fait la cérémonie de clôture demain. Alors c'est vrai que là dernièrement, ouais, j'ai pas eu je voulais plus streamer, mais j'ai pas eu le temps. Puisque je suis absent vendredi du cinéma et la semaine prochaine je suis absent mercredi, jeudi, vendredi. Donc, il faut que j'avance mon travail. Donc, du coup, j'ai fait des heures. J'ai fini plus tard. Donc, du coup, je suis arrivé plus tard chez moi. Les émissions de cinéma, j'aime bien les commencer à 18h30. Donc, voilà. J'ai pas eu le temps de faire ça parce qu'effectivement, hein, le mec il va se balader, mais faut que le taf soit fait quand même. Excusez-moi, faut que j'envoie un message rapidement là. Que j'aille pas faire de faute dans les prénoms. Ça pourrait être pas mal. Non, non, mais ça veut pas. Bon, autrement, j'espère que vous allez bien. Ça va être une petite émission encore ce soir. Il n'y a pas beaucoup de films qui sortent en ce moment. On n'est plus aux 20-25 films qui sortaient à une époque. On est plus sur une dizaine à chaque fois en ce moment, donc là je crois qu'il y a 11 films qui sortent aujourd'hui. On va me dire c'est déjà beaucoup. Quand on a un cinéma de 2 salles comme moi, déjà 10 films, on peut pas. On est obligé de faire des choix. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que à une époque, on a frôlé des émissions de 3 heures, on arrivait à des Tardotes qui lance vers 21h30. Là, on risque pas. C'est. Euh... Euh... tu, 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 tu. Vendredi. Voilà, autrement, que dire de plus? Bah rien, j'espère que vous allez bien. Nous, il fait très chaud là ce soir. Enfin, aujourd'hui. Ça y est, l'été commence. Ça y est, c'est parti. Ça se trouve, demain, il va faire 13 degrés, il va pleuvoir toute la journée. Euh... Mais voilà. Excusez-moi, j'avais ma boîte mail qui marchait pas tout à l'heure. Là, je vois qu'elle marche, donc j'en profite pour envoyer ce mail tout de suite. Hop. Et hop. Allez. Donc oui, Cannes, je pense qu'on va s'y remettre demain, en vrai. En vrai, on va s'y remettre demain. Et puis voilà, quoi.
Qu'est-ce que j'avais à dire de plus? Bah, pas grand-chose. Merci Tikkun44TV pour le follow il y a 3 jours. Tikkun que vous pouvez retrouver en live. Il fait beaucoup de Valorant, on s'est croisés dans le jeu et voilà, on joue de temps en temps ensemble. Donc vous pouvez le retrouver bien entendu. Et puis bah rien de plus en fait. je cherche, mais voilà. Donc on va attaquer les sorties ciné de cette semaine du 5 juin, déjà le 5 juin. Et je commence à préparer les programmes jusqu'à fin juillet, ça m'a foutu un choc. Ça y est, le 14 juillet est passé, c'est la date... Voilà. On a 2 dates dans l'année, hein. On n'a jamais été aussi proche du 14 juillet. Hein. Dès que le 14 juillet est passé, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Voilà, là, moi en termes de préparation et de programmation du cinéma, bah ça y est, le 14 juillet c'est passé, on attaque Noël. Premier film, Denis Podalides, c'est lui, hein, que je dise pas de bêtises. Oui, Bruno Podalides, pardon, qui nous revient au cinéma avec sa troupe habituelle, un peu Bruno Podalides qu'on connaît pour ses comédies, toujours avec un peu de romantisme, un petit peu d'absurde. Donc là, on le retrouve avec Sandrine Kiberlin, Daniel Auteuil, Denis Podalides et lui-même qui est devant et derrière la caméra. Ce monsieur sait tout faire. On regarde la bande-annonce. Justine? Oui, monsieur Pauillac. Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça. D'accord. Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié. Il faut que j'organise un week-end de rêve. On va tous se refaire. Jocelyn, capitaine, Albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up. Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Bonjour Franck. Je suis votre capitaine, et vous dites mon capitaine. Voilà, c'est bien, très bien. Il faut rester élégant, raffiné. J'ai mon poste en jeu, donc il faut que tout soit de très très grande qualité. Oh, les croûtes. La petite vache, je l'adore. 3000. Ah, elle a raison, faut le faire cracher. À chaque écluse, il faut payer 50 €. Il la frappe. Mais c'est qui ce type? Non mais ça va. Hein. Mais tu commences à m'emmerder là avec ta jalousie à la con. Justine, excuse-moi, on est dans une panade inouïe. Il n'est pas question qu'il conduise le bateau, hein. Je me demande comment on peut croire encore à cette histoire. La vie que ce vin à midi qui était de la super piquette. Je vais pas faire le même mec à chaque écluse quand même. Tu te déguiseras. Chacun respecte son engagement. C'est une catastrophe, hein, permets-moi de te le dire. Machine arrière, toute. Mais pourquoi vous gueulez ça puisque c'est vous qui manœuvrez le moteur? Voilà pour cette bande-annonce. On retrouve bien son esprit. J'avoue que comme d'habitude, ça va être un plaisir de le découvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film Naissance du projet? La Petite Vadrouille est un projet que Bruno Podalides a en tête depuis 2003, au moment où il a commencé à faire des petites croisières fluviales en famille. Le cinéaste, scénariste et acteur a adoré ce mode de vacances. Il s'en rappelle, petit à petit, j'ai découvert une multitude de canaux. Il est extrêmement facile de circuler en bateau du sud de la France jusqu'en Allemagne, et même au-delà, tant le réseau de ces canaux est riche. Mais il faut un rapport au temps apaisé pour ce genre de voyage. Je rêvais d'une histoire qui puisse se dérouler dans ce rythme et ce cadre. Est venu se greffer le récit de cette croisière bidonnée dont l'effet troupe me séduisait, mon amour sans doute pour To Be or Not To Be d'Ernst Lubitsch, que j'ai vu et revu et qui m'a tant marqué. Un retrouvaille et nouveau venu. Si, dans La Petite Vadrouille, Bruno Podalides retrouve plusieurs comédiens avec qui il a l'habitude de collaborer, il a fait appel à de nouveaux venus dans son univers comme Daniel Auteuil et Dimitri Doré. Dimitri Doré, voilà, que vous pouvez voir ici. Et il a fait quoi, cet acteur, jusque-là? La Petite Vadrouille, ok, oui. À propos de Johan. Ah ouais, ok. Ah, c'est lui qui jouait dans Bruno Redal. Il était très fort dans Bruno Redal, il avait un rôle de tueur en série. De tueur.
Je sais pas si c'était non, de tueur tout court. Hein, il était dérangeant dans ce rôle. Je crois qu'il avait eu un prix d'ailleurs. Et le film était tellement dérangeant, il me semble qu'il a été interdit aux moins de 16 ans. Alors qu'il n'y a que un meurtre. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais bon, quand on voit des trucs où ça tue par groupe de sang, est-ce que un meurtre, et qui sont interdits qu'à moins de 12, est-ce que un seul meurtre? Bon. Mais regardez le film et vous comprendrez l'interdiction au moins de 16 ans. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Bruno, Denis, je sais plus. Bruno, pardon. Daniel a lu le scénario tout de suite et m'a téléphoné dans la foulée. À la fin de la conversation, on se claquait la bise. Daniel apporte beaucoup de finesse à son personnage, quelque chose de fondamentalement sympathique, qui nous sort du risque de se retrouver face à un gros dragueur, piégeur blasé et suffisant. Quant à Dimitri Doré, qui joue Ifus, le jeune mousse, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré en phase de casting. Il a un tropisme incroyable pour les films burlesques et connaît mieux que nous toutes les anciennes comédies françaises dont il s'est cité tous les seconds rôles comme Jacques Didam ou Jacques Balutin. On l'a vu en 2020 en tueur avec une gravité incroyable dans Bruno Redal de Vincent Leport. Il était très heureux d'aller vers la comédie. Ça m'étonne pas, presque, mais c'est un comédien très prometteur. Un excellent accessoiriste. Les accessoires, comme toujours dans les films de Bruno Podalides, jouent un grand rôle dans La Petite Vadrouille. À titre d'exemple, nous pouvons citer la main articulée qui attrape les billets des pourboires lors de chaque passage d'écluse, le code-barre pour le tableau, le banc en plastique qui se gonfle avec le vent, etc. Le metteur en scène raconte. J'ai un excellent accessoiriste, Bruno Lefebvre. Je lui fais un dessin, il s'arrange pour construire l'objet. Comme la main devait être rétractable, son support s'allonge, puis la main se referme, saisit le billet mécaniquement. Elle était très complexe à réaliser. Le code-barre, on ne le voit pas, mais il marche vraiment, a été entièrement peint à la main par l'équipe. Quant au hamac gonflable, il en existe un sur le marché. On n'a pas à le gonfler, c'est comme une grosse manche d'air, on court, et le vent se charge de le remplir d'air pour le transformer en hamac, ce qui entraîne une gestuelle comique ou gracieuse. Alors, courir pour préparer son hamac, je suis pas persuadé du truc, moi. Tant qu'à faire le hamac, je tends entre deux arbres et puis basta, quoi. Trouver la pénichette, s'est avéré facile pour Bruno Podalides, puisqu'elle leur a été prêtée par le loueur, à qui le réalisateur a toujours loué les bateaux quand il partait faire ses croisières. Ce bateau m'était aussi familier que l'appartement de Versailles-Rive-Gauche. Ce sont des bateaux très bien agencés, propices à diverses situations de mise en scène, sans couloir, avec 4 cabines autour d'un carré central, un petit banc à l'avant, une terrasse à l'arrière. Tranquille, quoi. Côté photographie, La Petite Vadrouille est le 4e film que Bruno Podalides tourne, avec le chef opérateur Patrick Blossier. Nous étions confrontés à des problèmes allant bien au-delà de la simple question de l'image. Des problèmes de quasi-ingénierie avec les écluses et le bateau. On ne fait pas entre nous référence à des peintures ou d'autres films, on est dans la perméabilité de l'instant, avec le choix du vrai scope, un choix important avec de belles optiques scope. On embrasse le monde, les deux rives du canal, la pénichette blanche, c'est comme la mariée en blanc, qu'on voit quelle que soit la photo. Si je parle de Patrick Blossier, il me faudrait aussi parler de tous mes collaborateurs de longue date, comme Laurent Poirier, mon fidèle ingénieur du son, ma chère monteuse Christelle Deswinter, Quentin Janssen, merveilleux assistant, et bien sûr la petite bande de Why Not qui m'accompagne depuis Dieu seul me voit. Bien occupé sur La Petite Vadrouille, Bruno Podalides cumule les postes de réalisateur, acteur et pilote de la péniche. Il y avait même certains plans où il portait les 3 casquettes en même temps. Le cinéaste se souvient, quand l'équipe me voyait arriver le matin dans cette tenue blanche éclatante, on m'appelait mon capitaine, et c'était joyeux comme pour une opérette. J'avais fait cacher un retour vidéo dans le tableau de bord du bateau, donc je conduisais à la fois le plan et la bonne marche du navire. J'ai eu parfois des sueurs froides, comme pour cette scène où la péniche doit passer sous un pont, sous lequel une jeune fille se balance. Là, il fallait vraiment arriver à la bonne vitesse, au centimètre près, tout en jouant. J'étais très concentré. Bande originale variée. La bande originale de La Petite Vadrouille allie des titres comme Le Petit Vin Blanc,
Un air familier des Guinguettes à du Beethoven en passant par Elle était si jolie. Le tube d'Alain Barrière, Bruno Podalides explique. Le petit vin blanc est un heureux stéréotype que j'aime beaucoup, comme tous les airs de Guinguettes d'ailleurs. C'est si bon de sortir une bouteille fraîche de la rivière sur cet air, et c'est si bon de renouer avec les chansons de sa jeunesse ou celles des autres, ses premiers chagrins, ses premières amours. Voilà donc ce qu'on nous dit sur ce film. Film suivant, on est sur un film qui va chercher un petit peu à côtoyer le cinéma de genre avec En attendant la nuit, qui propose une revisite du mythe du vampire qui est pas inintéressante et qui a le mérite au moins d'être originale. Excusez-moi. On regarde la bande-annonce. Faut absolument qu'on ait l'air les plus normaux possible. Mais les voisins? Tant que tu fais comme tout le monde, t'es tranquille. Peut-être que je devrais faire directement une autre poche, moi, pour demain. Une fois que c'est fini, tu fais disparaître la poche. C'est ça. Ok. C'est plus dur que ce que j'imaginais. T'es un peu bizarre, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, un mouchoir. Christophe, laisse pas faire. Calme, bouge. Ça t'a fait quoi quand tu l'es chez maman? Je sais pas ce qui m'arrive. C'est chez moi ici. Pourquoi vous m'avez laissé vivre ça? Où est-ce qu'on s'enfuit? Lâche-la, je te dis. Hors-moi. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, j'ai pas de secret de tournage sur le film, par contre, je l'ai vu. Alors, il me semble, de tête un premier film. Laissez-moi le temps de vérifier ça. En attendant la nuit, Céline Rouzet. Et pour un premier film, alors non, c'est un second film, mais son premier film était un documentaire qu'elle avait tourné il y a 2 ans, 140 km à l'ouest du paradis, où elle était partie tourner en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour voir l'impact du tourisme sur les populations primaires. Donc on est loin de l'exercice quand même de la création d'un univers, d'une histoire. Elle nous plonge dans l'ambiance avec une première scène qui dure 5 minutes, où on voit la mère qui accouche de ce qui deviendra le vampire, et comment elle le sauve, alors qu'a priori il est annoncé comme il va pas durer le gamin, il va pas survivre à la naissance, mais elle fait tout pour le sauver, et elle nous plonge directement dans cette ambiance. Et ensuite, on a une belle revisite pour moi du mythe du vampire, certes peut-être un peu prévisible sur certains aspects, mais après je trouve qu'elle a bien joué sur les ambiances quand c'est les personnages autres que le personnage du vampire. Il y a toujours des lumières extraordinaires, et quand c'est lui, c'est toujours dans l'ombre, toujours dans l'obscurité. Et donc il y a vraiment un jeu avec ça qui est plutôt bien foutu. Les 2 acteurs sont plutôt bons. Ça fait plaisir de voir l'actrice dont j'ai oublié le nom, qui commence à prendre des rôles de plus en plus intéressants. Céleste Brunkel,
Hop, je peux vous la montrer, que vous l'ayez dans la tête. Bonsoir Michel, et j'espère que tu vas bien. Voilà, CS Brunkel qu'on avait découvert il y a 2-3 ans maintenant, et qui commence vraiment à percer, qui choisit bien ses films, et qui commence à avoir des rôles un peu plus premier rôle, un peu plus de premier plan. Donc bon, certes, le final est un peu prévisible. Mais ça n'empêche qu'on passe un bon moment. Donc, pourquoi bouder son plaisir? Moi, voilà, passer un bon moment. Et on est loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a évité dans la revisite de tomber. Elle aurait pu tomber dans le vampire vraiment trop sanglant, trop glauque et gore. Elle n'est pas du tout tombée là-dedans. Donc déjà rien que pour ça, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Et il y a quand même, il a été présenté aussi bien à Gérardmer au Festival de Venise. Donc il y a quand même quelque chose derrière. Et en sous-texte, il y a une petite analyse politique de la société. Donc vraiment, pour un premier film, bravo. Un premier film de fiction, pardon, bravo. Belle réussite, belle découverte. Allez, film suivant qui a été présenté cette année au Festival de Cannes. Je crois pas qu'il ait eu un prix. S'il y a eu un prix, je vais peut-être l'avoir là. Il a été présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de Cannes. Rendez-vous avec Pol Pot. On regarde la bande-annonce. Je suis Soum, du ministère des Affaires étrangères. Tu m'as pas reconnu? J'ai été à la Sorbonne avec lui. Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale. Pour en faire des instruments agricoles. On est journaliste, hey. Moi, je veux voir une vraie coopérative. La révolution doit faire table rase du passé. Absolument. Attendez, on va pas se laisser balader comme des touristes. Je ne suis pas un ami du parti. La chance incroyable de pouvoir visiter ce pays à un moment crucial de son histoire. Paul! C'est la dernière fois, camarade. Il faut obéir aux ordres de l'encart. Beaucoup de réfugiés affirment que les intellectuels ont été tués. 6 divisions vietnamiennes ont pénétré sur plusieurs kilomètres. Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous avez fait de Paul? Vous n'avez rien compris à notre révolution. Ni rien ni personne ne pourra nous empêcher de mener à bien notre projet de nouvelle société. L'ANCAR va créer des hommes nouveaux, à partir de la classe des paysans pauvres, mettre fin à 2000 ans de l'histoire qui ont abouti au matérialisme et à la décadence, revenir à la pureté originelle. Ceux qui pourront être réformés le seront, les autres seront éliminés. Ça pose l'ambiance. Donc, ils mettent grand retour au cinéma de Ritipan. Voyons voir qu'est-ce qu'il avait fait comme film. Filmographie. Everything Will Be Okay. Exil, oui, qui était chouette. La France est notre patrie, l'image manquante. Un barrage contre le Pacifique, très très beau film. Le papier ne peut pas envelopper la braise. Les artistes du théâtre brûlé, les gens d'encore. S21, la machine de Morkmer. Ouais, effectivement, beaucoup de films. Engagé, les gens de la rizière. Bopna, une tragédie cambodgienne. Oui, il a été quand même beaucoup marqué forcément par l'histoire de son pays. De ses origines. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film-là en particulier, Rendez-vous avec Pol Pot? J'ai vu que l'Humanité avait fait une belle critique dessus, il me semble.
J'avais vu ça, oui, c'est dans l'Humanité. Il me semble que le Courrier international aussi avait fait une belle critique. Naissance du projet Rendez-vous avec Pol Pot est une fiction inspirée du livre de la journaliste et correspondante de guerre américaine Elizabeth Baker, When the War Was Over, Cambodia and the Khmer Rouge Revolution. Elle tente d'expliquer pourquoi les Khmers rouges imposèrent à leur pays un régime aussi destructeur. Ritipan se rappelle comment il a découvert cet ouvrage. J'ai contacté Elizabeth Baker alors que j'ai réalisé mon film Bofana, une tragédie cambodgienne, en 96. Bofana est une jeune femme, qui lors de la dictature des Khmers rouges fut emprisonnée, torturée et exécutée au centre d'extermination S21 après avoir envoyé des lettres d'amour à son mari. Elisabeth est la première journaliste à avoir enquêté sur Bofana et je me suis basé sur ses écrits pour réaliser mon film. 30 ans plus tard, elle a eu la gentillesse d'accepter de céder les droits de son livre When the War Was Over, qui a inspiré le scénario de Rendez-vous avec Pol Pot. Elizabeth Baker est une des rares femmes journalistes à avoir couvert la guerre au Vietnam et au Cambodge au début des années 70. Elle a ensuite continué à suivre les Khmers rouges qui intervenaient à l'ONU à New York alors qu'aucune information ne filtrait sur ce qui se passait dans le pays. C'est peut-être sa ténacité qui fait qu'elle est invitée fin 1978 à visiter le Kampuchea démocratique. Côté casting, pour les besoins du film, les 3 personnages principaux sont français. Elizabeth Baker devient Lise Delbo, interprétée par Irene Jacob, et l'universitaire marxiste écossais Malcolm Caldwell devient Alain Cariou, interprété par Grégoire Collin. Lise Delbo, c'est un hommage à Charlotte Delbo, j'aurais aimé la rencontrer car ses livres m'ont beaucoup aidé à vivre. Théodore W. Adorno a déclaré « Écrire un poème après Auschwitz est barbare ». Charlotte Delbo pensait qu'au contraire, il fallait continuer à écrire et créer, et elle avait tellement raison. Après Auschwitz, il fallait plus de poésie, il fallait écrire. Lise Delbo, c'est aussi ce personnage qui a habité et travaillé au Cambodge, qui incarne ce vécu, ses émotions, qui cherche à analyser une situation qui ne cesse d'interpeller les dirigeants Khmer rouges pour retourner au Cambodge et retrouver son interprète dont elle n'a plus de nouvelles. Ce qui la frappe pendant son séjour, c'est le silence. Où sont passés les gens ? Le génocide, c'est aussi le silence, on ne voit rien, on n'entend rien. Les grandes terreurs correspondent souvent à un terrible silence et la ville de Phnom Penh, vidée de ses habitants et totalement silencieuse. Témoigne décidément, c'est la chaleur, ça. Anéantissement absolu. Plus d'école, plus de marché, plus de spectacle, plus de musique, plus de danse. Alain Cariou, pour sa part, c'est l'idéologue. Le professeur 68ard maoïste convaincu. Tandis que Lise Delbo essaie d'effectuer son travail de journaliste, Alain Cariou est le dernier à prendre la mesure de la situation parce qu'il réagit avant tout à la théorie et aux idées. Et donc, comme dit avant la bande-annonce, il a été présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2024. Choix de mise en scène. Ritipan a opté pour une mise en scène mêlant prise de vue réelle en couleur et archives en noir et blanc, mais aussi transparence et surimpression. C'est une forme d'écriture que j'affectionne depuis un certain temps. Je m'autorise à être l'élève de Dziga Vertov ou de Chris Marker. Ça permet de réfléchir à un cinéma plus organique. J'utilise souvent les mêmes archives, j'en ai d'autres bien sûr, mais certaines ont ma préférence. Cette forme de persistance des archives traduit les idées sur lesquelles je reviens et je travaille. Les scènes du film correspondent en partie au livre d'Elizabeth Baker. Comment elle préparait les interviews, comment les Khmers rouges l'empêchaient de rencontrer certaines personnes, comment ils rapportaient ensuite à leur chef. Ça, c'est Pierre-Erwan Guillaume, le scénariste du film, qui l'a adapté du livre. Le reste se rapporte à tout ce que j'ai pu accumuler sur le régime Khmer rouge. Par exemple, la scène où il est question de dynamiter l'ensemble bouddhique du Wat Phnom, qui est le symbole de la fondation Phnom Penh, et de le remplacer par la statue de Pol Pot, guidant la foule des soldats, paysans et ouvriers, est une anecdote que le peintre Van Nat m'a racontée parce qu'il a travaillé sur la maquette du monument quand il était prisonnier à S21. Voilà, donc un film très certainement très fort, qui est donc à découvrir.
On passe sur une comédie maintenant. Inspirée d'une dinguerie d'histoire vraie, comme mis sur l'affiche. Et donc, on va partir sur une garde à vue où tout est loufoque, tout est complètement aberrant. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, inspiré d'une histoire vraie. Et on rappelle qu'il y a 1,3 million, quand même, de gardes à vue par an en France. Sachant qu'il y a 365 jours dans l'année, je vous laisse faire le calcul du nombre de gardes à vue par jour en France, moyen, bien entendu. On regarde la bande-annonce. Franchement, on n'est pas des délinquants. J'ai même une fille, je suis halluciné. C'est quoi ce bordel? Je m'appelle Mathieu Lecomte. J'ai décidé de monter sur Paris pour devenir comédien. Lève les mains en l'air, fils de pute, ou je t'éclate ta tête! Ok, stop! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est Dembélé. Après-demain? Je peux pas, j'ai le tournage de mon clip. Je suis en galère pour ma bande démo, y a personne qui m'aide. Mais on s'en bat les couilles de ta bande démo. Prends Mathieu et saoule tout le monde avec son truc de bande démo, en plus avec sa gueule chelou. Aïe! Ça, c'est une bonne tête de bâtard de Condé. Allez, tranquille! Attention! C'était chambé. Il est trop crédible en film. Le keuf. C'est moi, c'est toi. On a hacké. Bad boys, what you gonna do? Et vous entendez rien là? Tirez pas, je suis blanc. Il y a des gens qui nous ont appelés pour nous dire qu'il y avait des flics qui se faisaient agresser par des jeunes avec des armes. Monsieur l'agent, on est juste comédien, on est en train de faire un clip, c'est tout, il y a rien. On n'oppose pas de résistance. Ça fait 13 ans que ta carte elle est périmée. C'est-à-dire qu'en fait, je m'en sers jamais, c'est la première fois que je me fais contrôler. Bon bah on va embarquer tout le monde. Mano, rappelle-moi s'il te plaît, sergent. Ousmane, tu viens de sortir de prison. Capitaine Perron. Je vous écoute, Bresson. En fait, j'ai pas très bien compris l'affaire pour l'instant, là, mais on a arrêté 3 tocards. C'est possible de desserrer un peu les menottes parce que ça fait mal et moi j'ai pas l'habitude comme eux là. C'est un ouf, lui. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Faut nous lâcher la chicha un peu. J'ai jamais entendu cette expression. La cité Saint-Blaise. T'es au courant qu'on nous a pris pour des charlots, là? On aurait fait des super flics. C'est une drôle d'affaire, quand même, hein? Voilà, et donc vous pouvez aussi raconter votre garde à vue. Il y a un site où il recueille les différentes situations complètement absurdes, parce que là, on est dans une situation complètement absurde, où ces trois acteurs qui sont en train de tourner un clip se font arrêter, embarquer, mis en garde à vue. Et à partir de là, tout le délire qui peut se monter, parce que dans le coffre de la voiture, il y avait 5 kilos de poudre blanche. Après, faut aller voir le film pour en savoir plus sur cette fameuse poudre. Et c'est cette fameuse poudre qui fait tant d'ampleur dans l'enquête. Mais on passe vraiment un bon moment. Il y a des... Ils utilisent bien les clichés sans aller trop dans le cliché. L'acteur qui est blanc, qui... Ah bah non, mais moi, c'est la première fois que je me fais contrôler parce que je suis blanc, vous comprenez, puis j'ai une fiche, je suis allé au ciné. Voilà, il l'utilise pas trop, il le pousse pas trop, il l'utilise juste avec ce qu'il faut, là, cette différence entre t'es blanc, t'as moins de chances de te faire contrôler que si t'es noir ou arabe. Voilà, c'est vraiment, et au travers comme ça d'un film, somme toute, assez léger, parce qu'on rigole quand même régulièrement tout du long du film, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont dites, donc vraiment, allez le découvrir. Un film qui balance aussi pas mal, mais là de manière plus grave, plus dramatique, dissidente, dont je crois que j'ai partagé un article de l'Humanité. C'est l'Humanité qui en parlait, il me semble, ou je sais plus si c'est... De toute façon, si c'est pas l'Humanité, c'est le Courrier International. Voilà, c'est un des deux qui a fait un très bel article sur le film.
dont on regarde la bande-annonce. Stéphane, je veux juste te présenter Ariane. Ça va être la coordo pour les Guatémaltèques. Regarde! Fuck avec les coucheuses, là. Des pleurs pis les cheveux de maïs. Ça colle, cette affaire-là, là, ça bloque le drain. Esta es la peor cosa que he oído en toda mi vida, hein? Si c'est niaiser, vous travaillez? Pas de temps à perdre, moi, là. Il est rough. C'est lui qui a eu l'idée des latinos. C'est à cause de lui si on a de la job. Ça peut pas aller plus vite que ça, là. Les gars sont crevés. J'appelle l'agence, là, pis ils m'en chipent d'autres. Oui, me duele. Tu peux pas demander à un de tes temporaires québécois là, de le remplacer? Y'en a pas de câble qui pèle à 10$ de l'heure. Là, c'est ma tête qui se bio. Qu'est-ce qu'il faut, OK? On n'est pas très impressionné par les résultats du dernier trimestre. C'est le dernier avertissement. Falloir y fouetter un peu. Ariana, Ariana, Ariana. Salud. ¿Está bien tu espalda? Sí, muchas gracias. No quiero perder días de trabajo. Pourquoi ils disent pas non, des fois? Ils ont peur. On leur dit qu'on peut les renvoyer n'importe quand. Entonces, ayuda. Pourquoi il y a des caméras tout d'un coup? J'ai été 35 ans des ressources humaines, j'ai jamais vu ça. Mais c'est pas illégal de les surveiller? Je peux-tu te mêler de ça, c'est clair? Que s'ils font une enquête, on va tout prendre notre job. Comment vous la croyez? C'est votre parole contre la sienne, M. Cournoyer. Tu peux-tu penser à toi avant les autres? Tu peux pas être complice de ça, là. C'est dégueulasse la façon dont t'es traite. Je te dis, Ariane, si tu veux jouer à ça, tu m'attends pas. Voilà, on le sent dans la bande-annonce hein, que ça va être assez fort. Et effectivement, le film est fort. Et finalement, c'est un sujet là qui est adapté au Canada, mais c'est un sujet qui est assez international puisque les travailleurs détachés qu'on exploite à bas salaire, qui n'ont pas de droit, qu'on menace de licencier s'ils commencent à avoir une ou deux exigences, parce que de toute façon, on pourra les remplacer. Voilà. On a ça à peu près partout, en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film Naissance du projet. Dissidente est le premier long-métrage de Pierre-Philippe Chevigny. Eh bien, il s'attaque à de sacrés sujets pour un premier film. Et c'est en plus bien fait. Avant Dissidente, j'ai réalisé une dizaine de courts-métrages dont plusieurs fictions déjà inspirées de longues recherches documentaires. Mon film Tala s'intéressait aux aides ménagères philippines qui travaillent dans les familles bourgeoises québécoises. Lors de l'enquête que j'ai menée pour le réaliser, j'ai découvert la communauté des migrants guatémaltèques, qui est devenue le cœur de Dissidente, confie le cinéaste. Sujet du film, les aides ménagères philippines et les travailleurs guatémaltèques de l'industrie agricole font partie du programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est un mécanisme de gouvernement fédéral canadien qui permet aux entreprises d'importer de la main-d'œuvre de différents pays du tiers-monde avec lesquels le Canada a des ententes diplomatiques. C'est le cas du Mexique, du Guatemala et des Philippines. Si les Philippines fournissent surtout des femmes qui deviennent des aides ménagères, l'Amérique centrale offre des bras masculins pour travailler dans nos champs ou dans nos usines de transformation alimentaire. J'ai commencé à m'y intéresser en 2013. J'ai recueilli énormément d'informations sur ce programme et je me suis rendu compte qu'on parlait très peu des abus. J'ai d'abord pensé réaliser un documentaire pour vérifier les allégations que j'avais lues, pour savoir s'il y avait ou non exploitation de ces travailleurs. Le personnage d'Ariane, Pierre-Philippe Chevigny, a d'abord choisi Ariane Castellanos, qu'il avait déjà rencontré en 2015 pour Vétérane, un des courts-métrages du réalisateur. Ce dernier se rappelle, elle avait auditionné pour un petit rôle, mais avait été si extraordinaire que je l'avais écrit pour qu'elle soit plus présente à l'écran. Quand elle m'a révélé qu'elle était à moitié guatémaltèque, j'ai changé le nom du personnage de Dissidente pour qu'on ne puisse imaginer personne d'autre dans le rôle. Son personnage est pivot, il s'adresse directement au public face à un problème moral. La nourriture est plus ou moins abordable parce que quelqu'un au bout de la chaîne de production est exploité. N'est-ce pas le temps de refuser ce système en acceptant de payer un peu plus cher nos courses ? Pour les Guatémaltèques, à l'origine, Pierre-Philippe Chevigny voulait chercher des acteurs au Guatemala
et avait même organisé des auditions à Guatemala City pour les rôles principaux. Mais à cause du Covid, seulement deux des comédiens recrutés ont réussi à obtenir un visa pour venir au Québec. Le metteur en scène précise « Nous avons dû nous retourner à la dernière minute pour trouver des Guatémaltèques ici. Ariane m'a beaucoup aidé. Elle est d'ailleurs créditée comme directrice de casting. Je tenais à ce que tous les travailleurs soient de vrais Guatémaltèques et non pas issus de différents pays d'Amérique centrale. Un seul acteur est mexicain et j'ai réécrit son rôle pour que son personnage le soit aussi. » Finalement, le casting est un mélange de comédiens et de non-professionnels. Luis Olivia, qui interprète Juan, celui qui joue de la guitare a plus de 20 ans de métier, est assez connu au Québec, tandis que Nelson Coronado, Manuel, celui qui a mal au dos, n'avait fait que quelques figurations. Titre québécois. Au Québec, le film est sorti sous le titre Richelieu. Outre la sémantique que je trouve très forte, Riche-lieu, il désigne ma région natale. C'est aussi un des deux grands garde-manger du Québec, une vaste contrée agricole dédiée à l'industrie de transformation alimentaire. Avec ce titre, le public québécois savait immédiatement de quoi parlait le film. Nous avons tourné sur place dans une usine qui, elle, n'embauche pas de travailleurs étrangers temporaires. Les extérieurs et notamment la fosse bouchée par la résidus du maïs ont été reconstitués. Qui pour le patron ? Stéphane, le patron, est interprété par un acteur qui a eu du succès en France et qu'on reconnaît à peine, Marc-André Grondin, révélé dans Crazy, confirmé dans Le premier jour du reste de ta vie ou L'homme qui rit. Et impressionnant dans le récent Le successeur. Effectivement, je l'avais pas du tout reconnu. Pierre-Philippe Chevigny explique « Mon film dénonce l'exploitation que subissent ces travailleurs étrangers. Je voulais que le patron qui les emploie ne soit pas l'archétype du méchant, qu'il soit plus nuancé. Pour moi, ce ne sont pas les individus qui sont à blâmer, mais un système où tout le monde est à la fois victime et complice. J'ai vite pensé à Marc-André parce que je voulais quelqu'un que le public aime. Je ne voulais pas qu'on déteste le patron d'emblée, mais qu'on ait de l'empathie pour lui, qu'on comprenne ses motivations. Je lui ai envoyé le scénario qui lui a plu et il a accepté, tout simplement. » Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je me suis pris d'empathie pour le personnage du patron. Là, pour le coup, cet aspect-là est peut-être plutôt loupé. Parce qu'on a plus envie de le prendre rapidement en grippe et de pas le lâcher. Mais le reste de ce qui nous est dit, des envies du réalisateur sur... l'empathie par contre envers les travailleurs détachés, le fait de réfléchir des fois à, quand on achète des produits à très bas prix, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, voilà, comment les conditions de travail, on le sait nous côté européen avec l'Espagne qui utilise beaucoup de migrants dans une partie de l'Espagne où il y a des tunnels là pour faire les tomates et tout, c'est dans des conditions complètement horribles. Donc voilà, on a aussi en tant que consommateur un petit pouvoir et la dénonciation de l'utilisation de ces migrants comme ça est vraiment très très bien vue dans le film. Et c'est vrai que limite on pourrait être dans le documentaire tellement il pousse le truc assez loin et que tellement on est vraiment on n'a pas l'impression, je sais pas comment, qu'il y ait une distance, on est vraiment avec l'équipe de travailleurs, avec cette femme qui tient tête au patron, donc ouais, très joli film, plein de choses, et finalement, bon là c'est le Canada comme je disais tout à l'heure, mais c'est un sujet universel. Allez, on va passer à quelque chose de plus léger. Maintenant, avec Bad Boys 4, Bad Boys Ride or Die. Encore une fois, ils reprennent du service. Will Smith, Martin Lawrence, toujours. Ces deux acteurs. Le grand retour de Will Smith au cinéma, il me semble. Pas qu'on l'avait vu depuis une certaine claque pendant une cérémonie. Non, on l'a pas vu depuis.
Donc Bad Boys Ride or Die, on regarde la bande-annonce. Bad Boys trailer is coming out. Right now. Right now. Right now. Yeah, right now. Right now. Right now. Check it out. It's hot. Come on, Mike, slow down. We are late. My stomach, Mike. I need a ginger ale. Get a ginger ale and nothing else. Are those dogs fresh? Et j'ai pas fait attention que c'était une bande-annonce en anglais. On va se prendre une bande-annonce en français, ce sera quand même mieux. Sony Pictures. On y va. Tac, je remets au début et c'est reparti. On y va. 5, 4, 3. Marcus! S'il te plaît, Mike, ralentis un peu. On est en retard. J'ai mal au ventre, Mike. Il me faut un soda. Allez, va prendre ton soda et rien d'autre. Ces saucisses sont fraîches. Elles sont là depuis hier. J'en prends une. Rajoute-moi un peu de sauce. Ouvre la caisse. Reste où t'es. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir? Oui, mais c'est pas à moi. Si, c'est à lui. Ferme ta gueule. Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Désolé, monsieur. Mais je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police? Hey, Reggie, c'est toi qui as mangé mes snacks? Non, monsieur. C'est toi qui les as mangés, hein? Faut que tu te trouves un job. Je suis un marine, monsieur. Ben alors faudrait que t'ailles faire la guerre. Papa, regarde. Nous avons la preuve que l'ancien officier de la police de Miami, le capitaine Conrad Howard, a travaillé pour des cartels de la drogue. Pendant des années. Le capitaine Howard est victime d'un coup monté. En route. C'est quoi ça? Il nous envoie un message depuis l'au-delà. Dis pas n'importe quoi. Si vous regardez ça, je dois sûrement être mort. Fais chier, merde, putain, qui sait se faire foutre. Je sais pas qui est derrière tout ça, mais ne faites confiance à personne. Vous êtes mes bad boys. Lavez ma réputation. Restez sur vos gardes. Vous avez été piégé, inspecteur. Nous avons 2 suspects, Laurie et Burnett. Ils sont armés et dangereux. On y va. 5, 4, 3... Non! Pas du lave-glace! C'est inflammable! Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas chimiste! Putain, vous êtes deux fugitifs de merde. Faut que tu sois un badass, Mike! Bad boy! T'inquiète, je gère! Non, tu gères rien du tout! Hey Mike, tu es mon âme sœur. Non, j'ai eu une vision de mon âme sœur, elle ressemble pas à ça. Y a pas que le physique dans la vie. Dis-toi qu'une âme, ça n'a pas de bite. Moi, je peux te dire que mon âme a une bite, mon gars. Alors, ce qui était bien dans les Bad Boys, c'est qu'il y avait l'action, certes, mais il y avait aussi quand même un aspect comédie qui qui me donnait un peu d'intérêt au truc. Au vu de la bande-annonce, je sais pas vraiment si on l'a, cet aspect de comédie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Adil El Arbi et Bilal Fallah de retour, Bad Boys Ride or Die, et la suite de Bad Boys for Life, le 3e opus de la franchise initiée en 1995. Si les 2 premiers volets, Bad Boys 1 et 2, ont été réalisés par Michael Bay, la mise en scène des 3e et 4e films a été confiée aux Belges Adil El Arbi et Bilal Fallah, à qui l'on doit entre autres Black et Gangsta, centré sur des thèmes des gangs et des cités. Will Smith de la partie. Après la polémique liée à la gifle de Will Smith lors des Oscars 2022, on pouvait craindre l'abandon du projet par le studio.
Toutefois, le célèbre acteur a repris son rôle pour ce 4e film. Le président de Sony Pictures, Tom Rossman, avait confié « Ce qui s'est passé avec Will Smith est très malheureux, mais je m'abstiendrai de tout commentaire. Tout ce que je peux dire, c'est que je le connais depuis des années, et je sais que c'est quelqu'un de bien. C'est l'exemple type d'une bonne personne qui traverse une sale période, le tout devant le monde entier. Je pense que ses excuses sont sincères, et je crois au pardon et à la rédemption. » Une franchise qui rapporte Bad Boys 1 et 2 avait respectivement généré 141 et 273 millions de dollars pour des budgets de 19 et 130 millions. Mise en scène pour 90 millions de dollars, Bad Boys 3 avait rapporté 424 millions de dollars. Nouveau méchant, Eric Dane, un acteur principalement connu pour ses prestations dans des séries, notamment Grey's Anatomy, a été choisi pour jouer le méchant de Bad Boys Ride or Die. Côté nouveau venu, nous pouvons également citer Rhea Seehorn, héroïne de Better Call Saul, mais aussi Johan Gruffudd, héros de la série Dr. Harrow. Ils ont récupéré tous les acteurs connus de série. Tous ceux qui marchent, tous ceux qui sont manquables, ils les ont mis dedans. Utilisation de drones. Le directeur de la photographie, Robrecht Evart, et son équipe se sont beaucoup servis de drones. Il se rappelle, l'un des défis que l'on s'est fixé sur ce film, c'était d'obtenir des prises de vue filmées depuis un drone offrant une énergie et un rythme soutenu qui s'allie à la dynamique des acteurs. Mise en scène plus décalée. Avec cet opus, les réalisateurs voulait être un peu moins traditionnel en matière de mouvement de caméra. C'est ainsi qu'est née la prise de vue au Snoricam. Il s'agit d'un large appareillage de caméra fixé directement sur l'acteur, ce qui donne l'impression au spectateur d'être au cœur de l'action quand les Bad Boys sont appareillés. C'est grâce à cette caméra que les cinéastes ont pu filmer Mike en train de lancer une arme à Marcus. Ils expliquent, Will Smith est harnaché à la caméra. Lorsque Mike lance son pistolet, il y a une coupe invisible à l'œil nu au moment où l'arme est montée sur une caméra à l'aide d'un électroaimant. Le tout vole en l'air jusqu'à Marcus. Martin Lawrence entre dans le champ de la caméra harnaché lui aussi de la Snoricam, s'empare du pistolet et à ce moment-là, un technicien appuie sur un bouton qui relâche l'aimant, permettant à l'arme de se détacher si bien que Martin peut continuer à jouer avec l'arme au poing. Vous avez compris ? C'est un effet visuel qui permet de réunir les deux personnages en une prise continue et l'histoire se poursuit sans interruption. Donc en fait, ils ont juste mis une caméra attachée avec un aimant sur la caméra. Voilà, le premier acteur est devant une caméra, il lance le flingue qui en fait n'est pas du tout lancé. Le premier acteur s'en va de devant la caméra, le deuxième arrive. L'arme continue de tourner, revient à l'acteur, poum, l'aimant tombe, et on continue. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de novateur ? J'ai mis un doute. Joe Pantoliano Rampil, le capitaine Howard qui a longtemps été le supérieur de Laurie Burnett au sein de la police de Miami, a été assassiné par Armando Aretas dans Bad Boys for Life. Toutefois, le personnage est présent dans ce 4e opus via une vidéo enregistrée avant sa disparition. Miami, personnage à part entière. La saga Bad Boys a toujours exploité l'univers visuel de Miami, qu'il s'agisse des couleurs chatoyantes de la ville ou de son architecture, art déco. Adil et Bilal se sont inscrits dans cette veine et ont cherché à l'enrichir. On adore ces contrastes de couleurs, le souci avec la plupart des gros films d'action ou des franchises, c'est qu'ils sont un peu insipides, sans beaucoup de personnalité. Nous, on aime les films qui ont du relief, on aime les univers marquants. Miami est un personnage à part entière de la saga, et quand on va à Miami, il y a de la couleur partout, ça en jette. On veut lui restituer cette énergie, cette atmosphère propre à la ville. À nos yeux, c'est exotique, et on en est fou dans ce film. On retrouve certaines couleurs de la ville, comme le bleu azur, le turquoise, et plusieurs nuances de rose. Lorsqu'elles sont réunies, ces couleurs racontent la ville telle qu'elle est la nuit. On n'a rien inventé. Il suffit de se balader à Miami pour être frappé par la présence des roses et des turquoises. C'est un mélange unique qui est parfaitement emblématique du style de la ville.
il ne devait pas jouer dans Bad Boys. Si Bad Boys, sorti en 1985, a fait de Will Smith une star, ce n'était pas lui qui était pressenti le premier pour jouer l'inspecteur Mike Lowry. À l'origine, les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer voulaient confier les deux rôles principaux à Dana Carvey et John Lovitz, deux comiques célèbres pour leur performance dans Saturday Night Live. Oui. Ah oui, on a été sur un couple complètement différent, effectivement. Lorsque le projet s'est retrouvé entre les mains de la Columbia, un certain Arsenio Hall a été à son tour sérieusement envisagé pour le rôle. Alors, Arsenio Hall, dont on n'a pas de photos. On est interdit de photos. Coller et ouvrir. Ok, oui, effectivement. Oui, on avait des envies complètement différentes de ce qu'a été le choix final. À l'époque, le comédien était une star incontournable de la TV avec son émission The Arsenio Hall Show. C'est aussi un proche d'Eddie Murphy avec qui il a tourné Un prince à New York et Les Nuits d'Harlem. Mais l'acteur a décliné la proposition pour se consacrer à la télévision, une décision qu'il a qualifiée comme la plus grande erreur de sa carrière. Incarner Mac Lowry dans ce buddy movie lui aurait sans doute permis de connaître une carrière cinématographique plus riche. La notoriété du comédien a du mal à dépasser les frontières des USA. Il y a quelques acteurs qui reconnaissent comme ça que des fois, ils auraient mieux fait d'accepter des rôles. Mais c'est rare qu'ils l'admettent. Voilà. Donc voilà, à découvrir en salle pour voir si on garde toujours ce côté comédie qui a fait un peu, moi je trouve, la puissance au moins des deux premiers films. Allez, film suivant, on part au Japon avec cet animé Tunnel to Summer dont je vous mets la bande-annonce en version originale sans titrer, tant qu'à faire. 夢じゃない。浦島トンネルだ。すごい。何？ここ。中と外で時間の隅がまるで違うトンネルか。その代わりに欲しいものが何でも手に入る。私と手を組まない。私も欲しいものがあるの。遠野くんにも欲しいものがある。最近お前花城とよく一緒にいるよな。付き合ってんの？断じて違う。目的が同じなら2人でこのトンネルを攻略した方が何かと都合がいいでしょ。用意ドンでいくよ。ドン。時間だ花城、戻ろう。そんなの置いて。これを置いていけない。全部お前のせいだろ。本当はまだ迷ってるんだろ。私は遠野くん。花城、僕は君に伝えたいことがあるんだ。Voilà pour cette bande-annonce très courte, je me suis fait surprendre. Et comme dans beaucoup de mangas, finalement, le sujet principal est s'accepter tel que l'on est, s'assumer tel que l'on est, à apprendre à s'ouvrir aux autres et à dire je t'aime. C'est fait de belle manière. Le dessin, par contre, est très classique. Si vous attendez des innovations côté dessin, c'est pas avec ce film-là qu'on les aura. Mais voilà, le film est plutôt bien foutu. Qu'est-ce qu'ils mettent comme âge? Est-ce qu'ils ont mis un âge? Tunnel to Summer, est-ce qu'ils ont mis un âge? Ils ont pas mis d'âge. Le film fait quand même 1h24, il y a la question de la mort qui est abordée, il y a des questions existentielles comme ça qui sont abordées. Moi j'aurais dit à partir de 10-12 ans. Voilà, c'est pas mal pour découvrir ce manga qui a été présenté au Festival d'Annecy. Pour le prochain film, on part sur... Je suis en train de regarder, il doit me manquer des bandes annonces dans l'affaire. Sur un documentaire, Orlando, ma biographie politique, dont on regarde la bande annonce. Je suis Coriangelis Brown
Et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Quelqu'un m'a demandé un jour pourquoi n'écris-tu pas ta biographie. J'ai répondu parce que fucking Virginia Woolf l'a écrite à ma place en 1928. La vie ne ressemble pas du tout à une biographie. N'est pas une série d'épisodes ou d'aventures sentimentales. Mais elle consiste en la métamorphose de soi. Se laisser transformer par le temps. Devenir non pas seulement un autre, mais d'autres. La première métamorphose révolutionnaire, c'est la poésie. La possibilité d'échanger les noms de toutes les choses. La deuxième et la plus profonde des métamorphoses, c'est l'amour. Je m'appelle Oscar Rosa Miller. Et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Si tu savais, le monde contemporain est plein d'Orlando. Nous sommes en train d'échanger les cours de l'histoire. Je suis Ruben Riza. Je suis Naël Daria. Je suis Jenny Belair. Je suis Emma. Je suis Amir Bailly. Et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Et dans ce film, je serai Orlando de Virginia Woolf. De Virginia Woolf. Je serai Orlando. Voilà pour cette bande-annonce. Alors j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec ce film. J'ai même pas été, pour tout vous dire, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout d'un moment, ça avait trop, un peu, voilà, je sais pas, c'est trop. C'est ok, donc Virginia Woolf avait écrit un livre où elle parlait d'un personnage qui faisait sa transition donc elle a écrit ça donc dans les années 1920, fin des années 20. Donc effectivement, pour l'époque, c'était quelque chose de très très avant-gardiste. Et effectivement, on peut faire des rapports entre ces personnages et des personnages actuels qui, dont on pourrait se dire, ils vont raconter leur histoire, mais au final, on en sait très peu, on en apprend très peu sur les personnages qui incarnent le Orlando de Virginia Woolf dans ce film, et c'est une succession comme ça de scènes, on revient en arrière, on repart. Moi toujours je m'y suis perdu et j'avoue que j'ai pas été au bout et que j'ai pas eu la curiosité. Des fois ça arrive, on n'est pas forcément dans le bon esprit pour regarder un film, on se dit j'arrête et je reviendrai, je réessayerai plus reposé ou avec moins de tracas dans la tête. Là j'ai même pas eu cette envie là parce que voilà, ça donne pas l'envie. Voilà. Que dire de plus? Rien. Film suivant. L'affaire Vinca Curry, dont on regarde la bande-annonce. Ils ont été exposés à la radiation il y a 48 heures. Faut que l'on trouve le remède contre la radiation. Vous faites des expériences sur nous. C'est vous qui confondez tout. Ici, vous n'êtes pas en dictature communiste. Quel carburant utilisez-vous? Celui des soviets. Ти то знаеш да уредиш или не знаеш? То не знам никой си мене. Ако не успеш, скидвам те с проекта. Savait-on ce qu'il faisait dans ce réacteur? Reaktor je ušao u nekontrolisani režim rada. Obavesti Rankovića. Dans la vie, Allez, il y a toujours un moment où une personne doit faire un choix. Je suis venu pour donner mon sang pour les petits Hugo. On va pouvoir vous aider ici. Que vous le vouliez ou non, nous vivons un moment historique. vous avez échoué à Vincha, mais vous avez engendré une autre réaction en chaîne.
Qu'est-ce que vous suggérez? Crève de moelle osseuse. On va les tuer! Voilà pour ce film, la recherche sur la radioactivité. Film qui a la forme, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. On voit qu'il a été présenté à plusieurs festivals. Donc, ce qui est toujours quand même un certain gage de qualité. Et l'atelier distribution est un distributeur qui a tendance à proposer des plutôt bons films. Donc il y a des acteurs qu'on connaît, qu'on commence à connaître. Tout ça laisse présager un film plutôt intéressant, même s'il doit être assez dur. Film suivant, on revient sur un documentaire hors de vie, dont on regarde la bande-annonce. Voilà, et donc ça se passe... Sénégal. Et donc c'est sur les chercheurs d'or qui sont exploités par les compagnies minières. Je cherche juste le pays. On avait eu un film il y a 2 ans, un peu... Là c'est Burkina Faso, pardon. Et qui sont exploités dans des conditions complètement dingues, qui sont envoyés dans des tunnels où on n'oserait même pas y faire descendre un chat. On se dirait, oula, le tunnel va s'écraser sur le chat, et les gars sont envoyés là-dedans, il n'y a pas d'été, il n'y a rien, et ils envoient de plus en plus des enfants, parce que ils vont de plus en plus profond, toujours sans été forcément, donc ils essayent de faire des tunnels de plus en plus petits, pour que ça tienne. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire de ces gamins, de ces jeunes hommes qui sont exploités, et les histoires qui se racontent pour tenir, qu'en fait ils sont en train de lutter contre un djinn qui a piqué l'or du pays et qui l'a caché dans les terres et dans les rochers. Et j'ai lu rapidement en diagonale le début de l'interview avant de lancer du réalisateur, qui disait mais on les voyait descendre dans le trou et on se demandait si on allait les revoir, parce que les trous sont tellement instables que ça fait peur. Voilà. Et on arrive à l'instant Bollywood de cette semaine. Le petit jingle.
Et donc, un seul film cette semaine, Mungia. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on a les grandes lignes classiques de Bollywood? On va regarder ensemble, mais il me semble que non. चटोकवाड़ी श्रापित है वो जगह और वो पेड़ भी जहां मुंजिया की अस्थियां गड़ी हैं। कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था, पर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। शराब फूकने लगा तू। हुआ क्या है तुझे? नालायक! चिमटी काटी इसने मुझे। चिमटी निकाली बिट्टू ने। चिमटी मैंने। वो सनसेट के टाइम पे आता है, तुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे दिखता है। क्या चाहिए उसे? उसको शादी करने का है किसी मुन्नी से। Are you sure you're not on drugs? तुम्हारा मुझे को ये एकदम बढ़ाएगा, लेकिन इसका चार्ज एक्स्ट्रा। साला माधर नंदन। मुन्नी हमारे गांव की है। उस गांव नहीं जाना। कब तक रोकोगे उसे? भूल गए क्या? पिछली बार गए तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? काला जादू। नरबली! मैं मुन्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे पास वक्त बहुत कम है दोस्तों। बुड्ढी, गीता। छोड़ दे उसे, वरना क्या करेगी? लेकिन सबर सर सबर, सबर का फल मीठा होता है। तेरे गुलाब जाम मीठे होंगे। काऊ। Voilà, on n'a clairement pas les danses, on n'a clairement pas tout ça. C'est un peu décevant le Bollywood en ce moment. Et alors, mais par contre, je trouve que les bandes annonces sont plus compréhensibles, c'est-à-dire qu'on sait quand même vers quoi on va comme film. Parce que là, donc, le synopsis, la visite d'un jeune homme dans son village natal dévoile un secret de famille et un esprit vengeur, Mungia, qui veut se marier. Le jeune homme doit alors se battre pour se protéger et protéger son amour des griffes de Mungia, ce qui donne lieu à une aventure chaotique, terrifiante et pleine d'humour. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, puisque on a déjà fait le tour des films. Est-ce que je vous envoie chez quelqu'un? Bonne soirée, Michel. Je vais vous envoyer, tiens, chez... Alors, il n'est pas en train de finir, non, il vient de commencer. Je vais vous envoyer chez Devon, restez au moins le temps du raid. Ça fait toujours plaisir. Devon qui fait quoi? Qui fait quoi? Regardez. Du Among Us. Ok. Allez. C'est parti. Donc oui, comme je disais au début de l'émission, il y a eu pas mal de boulot là parce que je vais être absent du bureau quelques jours, un jour cette semaine et quelques jours la semaine prochaine, donc il faut que j'avance sur pas mal de choses. Mais vu que j'ai bien avancé, on va essayer de... Enfin, c'est pas qu'on va essayer, on va reprendre le tour d'horizon de Cannes.
quand même. Et puis voilà. Donc rendez-vous demain 18h30. Et en attendant, bonne fin de journée, bonne soirée. Et donc demain 18h30. Ah, ciao, bonsoir.